Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du choc du week-end, la troisième confrontation entre Tyson Fury et Deontay Wilder qui a enfin lieu après de multiples rebondissements. Wilder est-il capable de récupérer sa ceinture de champion WBC des poids lourds? Pourra-t-il renverser la vapeur après un match 2 à sens unique? Quelles sont les clés et que peut-on attendre de ce futur affrontement? On en parle tout de suite. Donc ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, le troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury va finalement avoir lieu après beaucoup de turbulences, puisqu'un juge a dû intervenir pour imposer cet affrontement alors que Fury ne voulait pas honorer la clause de rematch pour aller affronter directement Anthony Joshua. Le combat a également dû être décalé, initialement prévu en juillet, il a fallu changer la date après que Tyson Fury ait contracté le Covid, ce qui a fait polémique mais on va en parler. Ce sera diffusé en direct sur Canal+, en espérant que cette fois, il fasse pas comme avec Joshua Usyk en nous squeezant toute la sous-carte, vu qu'on aura de beaux affrontements, quasi exclusivement poids lourds, mais avec aussi Edgar Berlanga, donc qui est l'espoir des super moyens qui fait sensation en mettant KO sur KO. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est donc le combat entre Fury et Wilder, et de savoir si Deontay Wilder sera capable de récupérer la ceinture que Tyson Fury lui a confisquée l'an dernier, après un combat qui ressemblait à une punition. Est-ce que Wilder sera en mesure de mettre de nouveaux ingrédients pour changer la donne après avoir été si fortement dominé? C'est la question qu'on se pose tous. Alors bon, on a entendu 1 milliard d'excuses sur les causes de la défaite de Wilder. Trahison de son équipe, costume trop lourd, eau empoisonnée, gants trafiqués, mais on a quand même surtout vu un Tyson Fury au sommet de son art. Et suite à cette défaite, Wilder a viré son entraîneur, donc Mark Breland, pour mettre à sa place Malik Scott, qui est un ancien boxeur, qui a notamment déjà perdu contre Wilder, mais aussi contre Ortiz ou contre Chisora. Alors, est-ce que Scott va être capable d'amener de nouvelles choses à Wilder? On attend de le savoir, parce que si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre de ce combat? Si on analyse les choses raisonnablement, et si je crois en la boxe comme j'y crois, à savoir que la technique surpasse la puissance, comme on l'a vu très récemment entre Joshua et Usyk, forcément, je vois Fury gagner après la démonstration qu'il a fait au deuxième combat. Surtout que, au-delà de la technique, il y a un élément qui me semble très difficile à dépasser pour Wilder, c'est le défi physique, mais on va y revenir. Parce que les arguments en faveur de Wilder, ils existent aussi. Au deuxième combat, on a eu l'impression de voir un Wilder assez apathique, et ça peut arriver à beaucoup d'être dans un soir sans. Après, Fury lui a imposé un défi qu'il a mis dans ce schéma-là, mais c'est vrai qu'au niveau de l'attitude, moi j'ai pas reconnu vraiment le Wilder habituel. Il y a aussi l'idée qu'il a pu être très surpris par la tactique de Fury, parce que quasi personne lui avait opposé ce type de défi-là. Il avait l'habitude de générer la crainte un peu chez ses adversaires à cause de sa droite, d'être celui qui est l'agresseur via la méfiance qu'il impose. Là, il était clairement l'agressé, condamné à boxer en reculant, ce qu'il aime pas du tout. Et là, après avoir vécu ça, au moins, il est prêt à s'attendre à tous les scénarios. Un autre élément, c'est que Wilder, il pense qu'à ça depuis 1 an et demi, là où Fury, lui, il a pu s'éparpiller. Wilder il est resté focus sur Fury, à ruminer un peu sa rage, et ça c'est dangereux parce que il est totalement mort de faim de récupérer ses titres. Et enfin il y a l'argument ultime concernant Wilder, c'est qu'il peut t'allonger à tout moment avec sa droite magique s'il réussit à la placer, et c'est aussi ça le charme de Wilder entre guillemets, c'est qu'il s'est régulièrement retrouvé dominé par des techniciens ou des boxeurs meilleurs que lui, mais s'il arrive à placer son bras arrière et faire mouche, c'est fini. Et Wilder il a donc toujours casser un peu ses codes de la boxe en étant capable de surclasser de bien meilleurs boxeurs que lui grâce à ce punch qui est phénoménal, qui est un danger du début à la fin du combat, sauf que personne n'avait roulé sur lui comme Tyson Fury l'a fait en février 2020, et ça c'est pour moi un élément qui est clé. Et avant de voir s'il mettait un peu plus de variété dans sa boxe, ce qu'il a l'air d'avoir travaillé, il pourrait changer la physionomie du combat et être en mesure de toucher Fury pour le faire tomber, on va déjà analyser l'évolution du rapport de force entre les deux premiers combats. Au combat numéro 1, on avait un Fury qui boxait en reculant et un Wilder qui essayait de le coincer. Mais on a pu voir que quand Fury avançait, il mettait vraiment en difficulté Wilder. C'est Wilder qui dictait le pressing la majorité du temps, mais on voyait que lui n'aimait pas être contraint à boxer en marche arrière, donc en reculant. Wilder il a besoin d'avancer, et la stratégie de Fury c'était de vouloir contrôler en utilisant son avantage d'allonge, puis sanctionner Wilder quand il ratait, tout en travaillant régulièrement pour le gêner. Et Fury il crée bien l'incertitude en étant beaucoup en mouvement, il arrive à bien évaluer la distance, tandis qu'on a pu voir que Wilder, lui, il était très stéréotypé, il avait tendance à se jeter avec des frappes souvent trop prévisibles, il vient chercher avec le jab puis il balance la droite,
Et Fury, ça, il l'a très vite décrypté, puisque très régulièrement, et vous pouvez vraiment le voir dans le premier combat, dès qu'il y a l'appel du bras avant de Wilder, Fury, il se baisse à chaque fois pour pas prendre la droite, et il le fait un nombre incalculable de fois. Donc vraiment, si vous n'avez pas noté ce petit détail, allez regarder, vous verrez, c'est hyper frappant. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut malgré tout rester très vigilant pendant tout le combat, parce qu'il suffit d'une fois où ça passe pour être parti pour une bonne nuit de sommeil. Et c'est ce qui a failli arriver à Fury 2 fois dans ce premier combat. On l'a d'ailleurs vu revenir d'entre les morts dans le dernier round. Donc face à Wilder, dans ce schéma, dominer techniquement, c'est pas une garantie de victoire. Et si Fury, il a décroché un nul, après beaucoup disent qu'il aurait dû gagner le combat lors du premier affrontement, c'était quand même pas suffisant et il lui fallait plus. Donc il a pris Sugar Hill Stewart avec lui et il a travaillé sur la puissance pour lui permettre d'utiliser son poids pour imposer une boxe plus forte et ce fameux défi physique qui serait intenable pour Wilder pour aller chercher justement un KO. Et on l'a vu dans le combat numéro 2 que Fury était beaucoup plus agressif avec des coups plus lourds. Il a fait reculer Wilder. Ça l'a pas empêché de prendre une droite dans le premier round en bout de course qui a failli le surprendre. Et ça montre que des surprises sont pas impossibles du tout, surtout avec Wilder. Mais là, on a clairement vu, à mesure que Fury déployait sa stratégie, que Wilder, qui, comme je l'ai dit, a l'habitude d'être un peu l'agresseur, celui qui fait peur, qui crée la méfiance, il a été en difficulté face à un mec qui le faisait reculer. Et Fury, il faisait vraiment beaucoup plus massif que Wilder sur le deuxième combat. Sa stratégie, elle reposait sur des frappes lourdes pour le faire reculer et s'appuyer sur lui pour l'épuiser et finir par le priver de son punch. Là, Fury, il se servait pas de son allonge pour contrôler, mais pour enfoncer Wilder vraiment. Dès le premier round, on voyait que Wilder, il sentait le supplément de puissance dans les gants de Fury. Et dans le deuxième, on sent un Wilder vraiment craintif. Rien à voir avec le premier combat où c'est lui qui dictait la peur dans le combat avec sa droite. Là, il y a Fury qui l'agresse et en plus, il l'empêche de rentrer en tendant ses bras un peu régulièrement. Ça aussi, vous pouvez le voir. D'où le besoin pour Wilder de diversifier sa boxe pour un troisième affrontement, pour avoir plus de variété et pouvoir être en mesure de rester l'agresseur et de se mettre régulièrement en position favorable. Mais le vrai souci pour moi, c'est qu'au-delà d'une démonstration technique, et c'est le point clé dont je parlais tout à l'heure, c'est une démonstration physique qu'on a vue, et c'est ce gap physique que je pense Wilder pourra avoir beaucoup de mal à surpasser, parce que Fury s'en cache pas, sa stratégie sera d'être comme un camion qui va rouler sur Wilder. Donc pour avoir une chance, l'américain, il devra être mobile, explosif et surtout précis, parce que c'est sûrement encore le Gypsy King qui va faire la loi physiquement. Et on se demande du coup jusqu'où Wilder va être capable de diversifier la variété de son jeu, parce que on le voit travailler sur plus de combinaisons, parfaire sa technique, etc. Mais même au-delà de la capacité à venir chercher plus au cœur ou sur des combinaisons variées, il aura besoin de savoir mieux se déplacer. Parce que un des gros défauts de Wilder, c'est justement ses déplacements et sa mobilité. Il est un peu statique, un peu rigide, et face à un adversaire beaucoup plus lourd, c'est surtout ça qui serait de nature à pouvoir faire la différence. Quand on revoit le deuxième combat, on se rend compte de l'ampleur de la tâche qu'attend Wilder. Il faudrait qu'il soit malin, qu'il bouge bien et qu'il puisse cueillir Fury au bon moment. Mais est-ce que Wilder est capable de rassembler ses ingrédients ? C'est pas sûr, parce que c'est vraiment pas ses qualités naturelles en fait. Et on sait en tout cas que la stratégie de Wilder sera aussi de faire mal à Fury en frappant un peu toutes les parties de son corps. Et ce sera du coup dès le départ à qui va imposer sa puissance sur le ring en premier. Et c'est là où le bas blesse pour moi, parce que Deontay Wilder, on a justement vu et ce qu'on a retenu en fait du deuxième combat, c'est cette impression d'impuissance qu'il a laissée. Et ça doit quand même se nuancer, parce que il s'attendait pas vraiment à ce qui lui est arrivé. Ça arrive aussi d'avoir un mauvais combat, mais il est tombé sur un Fury déjà avec une tactique parfaite, qu'il a surpris en allant sur lui et en frappant plus fort, qui s'est appuyé sur lui comme je le disais pour le fatiguer, et ensuite qu'il a cueilli pile au bon moment, en le sonnant et en le privant de ses appuis, ce qui l'a rendu inoffensif en fait, en l'empêchant d'envoyer de grosses frappes, ce qui était du coup sa seule arme à ce moment-là. Et après, on l'a surtout vu se faire tabasser et traverser un véritable calvaire pendant beaucoup trop de rounds, ce qui a amplifié un peu ce sentiment négatif autour de sa performance. Alors, elle a été surclassée, dominée, comme j'ai dit depuis le début, mais il y a aussi des éléments qui ont tourné assez vite en faveur de Fury et qui pourraient créer un peu ce décalage entre la perception qu'on a du fait qu'il soit fait vraiment outrageusement dominer, et si peut-être il avait réussi à en placer une plus vite, peut-être que ça aurait pu un peu changer la donne et permettre moins à Fury de s'installer. Mais donc du coup, ce que je disais, c'est que en expliquant ça, même si pour moi les arguments vont plus dans le sens de Fury, on peut pas tout jeter de Deontay Wilder, comme ça a beaucoup été fait après sa défaite justement, où tout le monde disait limite que c'était une merde, qu'il pourrait plus battre personne, alors que le mec était quand même à sa 10e défense de titre victorieuse.
qu'il a toujours combattu dans l'adversité et qu'il a fait fermer pas mal de bouches quand même. Il a jamais été meilleur boxeur, il a mis un nombre quand même de KO impressionnant, et c'est ça qui lui a permis de surclasser beaucoup d'adversaires. Et le schéma d'être en face d'un mec qui le surpasse techniquement, ben ça il connaît, même si là pour le coup Fury avait un niveau exceptionnel. Il faut pas prendre du coup la supériorité technique comme un acquis face à Wilder, surtout un Wilder affamé de revanche. Mais comme je l'ai dit précédemment, je pense que la clé, comme au match 2, ce sera le défi physique que va imposer Fury. Mais peut-être que Wilder, il aura réussi à travailler suffisamment de diversité pour contourner ce problème. On l'a dit, Wilder, il s'est toujours battu et il a toujours triomphé jusqu'à Fury, d'adversaires supérieurs techniquement. Donc la loi qui s'applique à tous semble ne pas obligatoirement s'appliquer à lui, à savoir que la technique surpasse normalement la puissance, puisque lui il a un punch justement magique, comme on l'a aussi dit, qui est une véritable arme secrète. Mais comme j'ai décrit, au-delà de la différence technique, c'est la différence physique qui a tué Wilder sur le rematch, et le fait que ses armes, en termes de technique à lui, ne lui permettent pas de répondre à ce type de défi. Et c'est ça le plus gros souci auquel il va être confronté, je pense, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc peut-être que Wilder va créer la surprise en amenant de nouvelles choses capables de casser les plans de Fury ou de le contourner pour rester dans le match. Peut-être que Fury aura pas autant de réussite et se fera toucher parce que Wilder reste un ovni capable de tout. On a d'ailleurs parlé assez longuement dans une autre vidéo avec JC de Box Attitude, que je salue d'ailleurs s'il écoute ce podcast. Le podcast est dispo d'ailleurs sur cette chaîne si vous voulez aller l'écouter, il s'appelle Deontay Wilder, une anomalie dans la boxe, ce qui résume assez bien le propos. Après, Wilder, il n'a pas réussi à gagner donc après 2 confrontations contre Fury, donc qu'est-ce qui laisserait croire qu'il pourrait gagner le 3e combat? Et surtout, imaginons que Wilder gagne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un 4e combat? En vrai, ça j'espère pas, parce que, comme je disais dans le podcast sur Joshua Usyk, là, les ceintures monopolisées par les rematchs, vraiment, moi j'en peux plus, et je pense qu'on est beaucoup à plus en pouvoir. En tout cas, moi je suis certain que Fury, il a pris cette revanche au sérieux, parce que c'était aussi un peu le débat, est-ce que, Fury va arriver conscient de l'enjeu, est-ce qu'il se sera bien préparé, est-ce qu'il va se dire qu'il va encore survoler le combat, parce qu'il avait aussi Joshua dans la tête, etc., alors que Wilder s'est très bien préparé. Je pense que Fury a pris ça au sérieux, parce que je pense même que son histoire de Covid, c'était une façon de pouvoir vraiment se préparer à ce combat, de gagner un peu de temps, d'oublier Joshua et la préparation potentielle qu'il avait fait contre lui pour se focuser essentiellement sur Wilder, parce que, qu'on se le dise, contre Wilder, tu mets quand même d'une certaine manière ta vie en jeu. Voilà, la boxe, c'est pas des blagues, surtout avec un puncher comme Wilder. Donc, sur la physionomie, pour finir du combat, et l'issue que je pense qu'on peut légitimement s'attendre à avoir, moi, forcément, par rapport à ce que j'ai dit avant, je vois une victoire de Fury, sauf si Wilder, il arrive à être bien agressif pour pas laisser Fury s'installer, justement, s'il arrive à se déplacer, mais c'est là où j'ai le plus de doutes sur Wilder, et s'il arrive derrière à envoyer une bonne droite à Fury au bon moment. Donc pour moi il y a 2 issues possibles, soit Fury il roule de nouveau sur Wilder comme au match 2, soit Wilder il est capable de mettre en place les ingrédients dont je parlais, être explosif, être mobile, être précis. On saura en tout cas tôt dans le combat vers quoi on s'oriente, et à mon avis, et je suis quasi sûr que ça ira pas au bout. J'ai eu beau tout vous dire tout au long du podcast à quel point Fury était favori, mais il y a une petite flamme en moi qui me dit que Wilder peut scorer le KO. Surtout qu'une défaite, pour moi, elle serait quand même plus préjudiciable à Wilder qu'à Fury. Parce que s'il se passe pareil qu'au 2e combat, ce sera compliqué de remonter la pente pour Wilder, alors que Fury, lui, il est toujours invaincu pour l'instant. Et donc se prendre une grosse droite dans les dents du plus gros puncher actuel et tomber après y avoir résisté pendant 2 combats et l'avoir même battu, il y aurait rien de déshonorant. Donc moi je demande qu'à avoir des surprises. Avec Wilder on peut toujours en avoir, mais vu les forces en présence, une victoire de Wilder, ce serait de mon point de vue une très grosse surprise. En tout cas j'ai hâte de voir ce qui va nous être proposé. Voilà, du coup c'est fini pour ce podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir, laisser un petit like ou un commentaire, ça m'aide beaucoup. Parlez de ce podcast autour de vous, à vos potes fans de boxe, partagez-le. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta sur la page Antenne Box. Dites-moi en commentaire ce que vous pronostiquez et ce que vous attendez du combat. C'est toujours cool d'échanger avec vous. On se retrouve pour le débrief. Très bonne semaine à tous et à très vite sur Antenne Box.